Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette dernière partie du résumé d'Antigone. Donc nous allons essayer de voir un petit peu le contexte historique d'Antigone. Pourquoi? Parce que ça a une incidence directe sur le contenu de l'œuvre. Donc nous avons ici la France en 1942, année de publication d'Antigone. Donc c'était une France occupée par les Allemands. Et n'oublions pas que les Allemands avaient envahi la France avec une vitesse foudroyante. Ce qui fait que les Français étaient vraiment abattus. Ils pensaient que l'Allemagne était une force insurmontable, qu'on ne pouvait pas vaincre l'Allemagne. Donc, il y a eu des collaborateurs, il y a eu des gens qui travaillaient main dans la main avec les Allemands, avec l'envahisseur, avec l'occupant. D'accord? Donc, ces collaborateurs, oui, on les appelle des collaborateurs, donc ces collaborateurs étaient guidés par un homme qui s'appelait le maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain, il avait un gouvernement. C'est lui qui gouvernait la France pendant l'occupation allemande. Donc, alors, le maréchal Pétain, quel est son prétexte pour gouverner? Donc, il prétendait que l'Allemagne était invincible et que donc lui, il veillait simplement à ce que le sang des Français ne coule pas. Donc pour lui, il faisait un travail humanitaire, si vous voulez, d'accord? Donc, parmi les gens qui le soutenaient, il y avait Anhuy. Anhuy pensait la même chose que le maréchal Pétain. Donc, avant de passer à Anhuy, à sa prise de position, nous avons aussi les maquisards. Ils étaient guidés par le maréchal de Gaulle. Donc, les maquisards, ils se cachaient dans les maquis. Les maquis, ce sont les marais. Les marais, c'est une région où il y a beaucoup de flaques d'eau, de très grandes flaques d'eau, des étangs. D'accord? Donc, et les reliefs, la forêt, le terrain était vraiment très difficile à traverser, à franchir, ce qui fait que les maquisards se cachaient là pour ne pas être à la portée des Allemands. Alors, je vous affiche ça. Donc, nous avons, Anhuy, il croyait à l'inutilité de la résistance. Bon, alors, les maquisards, ils résistaient. Ils se battaient contre l'occupation, contre les Allemands. D'accord? Donc, Anhuy, pensant que la résistance ne servait à rien, donc, il associait Craon au maréchal Pétain. Donc le maréchal Pétain, il fait une sale besogne, il fait un sale travail. Il est à la solde des Allemands. Mais selon Anhuy, pourquoi fait-il cela? C'est pour ce qu'on appelle la raison d'État. C'est pour garder la paix et la tranquillité dans la société. D'accord? C'est pour économiser, si vous voulez, le sang français. Donc, maintenant, Antigone, elle symbolisait la résistance. Pourquoi? Parce qu'elle résistait à Craon. N'oublions pas que les maquisards, ils se battaient en même temps contre le maréchal Pétain et contre les Allemands. D'accord? Donc, alors, pour un peuple à l'égard d'un autre peuple, c'est une même famille. D'accord? Donc, c'est une guerre intrafamiliale, c'est entre les murs de la famille. D'accord? Les maquisards se battent contre le maréchal Pétain et Antigone, elle symbolise les maquisards, Craon symbolise les autres. Alors, on va voir sous peu que Anhuy taxe tout le geste d'Antigone d'absurde et d'inutile. Pour lui, elle ne va rien faire. C'est vrai, ça nous paraît grandiose, mais en fait, ça ne sert à rien. D'accord? Les gens qui, comme Antigone, résistaient à l'Allemagne, selon Anhuy, étaient des rêveurs. C'était des gens qui n'étaient pas réalistes. Ils étaient orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils aspiraient à plus qu'ils ne pouvaient avoir. Alors, c'est ça, c'est un petit résumé de ce qu'on vient de dire, que Anhuy, il soutenait le maréchal Pétain, d'accord, parce qu'il pensait que le maréchal Pétain agissait pour le mieux, la raison d'État qu'on a citée tout à l'heure, pour la France, car la résistance semblait vaine
et notre dramaturge, sont les veines à notre dramaturge. Bon, maintenant, je dois vous souligner une petite chose. Malgré le fait qu'il a mal parlé d'Antigone, il a montré qu'Antigone ne faisait rien, malgré le fait qu'il décourageait la résistance, Hitler a empêché cette pièce théâtrale d'être jouée, car pour lui, on n'a même pas le droit de citer une résistance. D'accord? Alors, passons maintenant à notre deuxième partie. On a dit que la première partie s'arrête au discours du chœur adressé au public. Maintenant, c'est Antigone et les gardes. Bon, les gardes, ils viennent d'arrêter Antigone. D'accord? Elle faisait une deuxième tentative pour ensevelir son frère. La première fois, il utilisait une pelle. Cette deuxième fois, il utilisait des doigts. Simple doigt pour gratter un peu de terre et le jeter. Et bien sûr, nous savons que c'est un geste absurde. Qui peut enterrer quelqu'un à l'aide de ces simples doigts? Personne ne peut le faire. Bien, alors maintenant, lorsqu'ils l'ont arrêté, ils l'amènent au palais. Elle commence à leur dire, avec une certaine hautaineté, d'accord, c'est une membre de la famille royale. Donc, elle leur dit, lâchez-moi, mais je suis la nièce de Créon. Mais les gardes lui répondent que toutes les filles de trottoir, les prostituées qu'ils arrêtaient, leur disaient, moi je suis la nièce de telle, je suis la fille de telle, je suis la maîtresse de telle. D'accord. Alors maintenant, Antigone hausse le ton, l'un des gardes la tire par les cheveux et lui dit s'il vous plaît. Alors les gardes redeviennent gentils, parce que pour Anouilh, les gardes, ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ne sont pas mauvais, c'est juste leur travail. Bon, maintenant, comme il a dit au prologue, ils obéissent à Créon, mais si un autre roi venait et leur dit arrêtez Créon, ils vont arrêter Créon comme s'ils ne le connaissaient pas. D'accord? Ce sont des auxiliaires, des outils. Bien. Alors, maintenant, à ce moment, oui, les gardes, pendant ce temps, pendant qu'ils attendaient l'arrivée de Créon, ils commençaient à rêver à la récompense. Ils se disaient, on va nous donner peut-être un 13e mois. L'année, il y a 12 mois, 12 salaires. Alors, ils rêvent qu'ils vont toucher un 13e salaire comme récompense. Bon, et ils rêvent qu'ils vont aller à des bordels, à des maisons closes, des maisons de prostituées. D'accord? Oui. Donc, ici, c'est un tout petit peu la règle de bienséance et du respect de la pudeur qui est un petit peu bafoué, mais pas vraiment, car pour les Français, parler de bordel et parler de prostituées et tout ça, pour eux, ça paraît tout à fait normal. Bien, alors, maintenant, à ce moment-là, Créon entre et leur dit, en voyant Antigone, mais lâchez cette fille, ils lui disent que c'est elle qui a tenté d'enterrer Polynice. Il lui dit c'est vrai, elle lui répond tout simplement c'est vrai. Maintenant, c'est la scène de base, c'est la plus importante dans cette œuvre. C'est pour ça énormément d'examens régionaux ont été donnés à partir de cette scène. Elle est très longue, alors pour chaque régional, on choisit un passage, un extrait différent de l'autre, mais énormément, vraiment énormément d'examens régionaux ont été donnés sur ça. Alors, Créon, il va agir d'abord en père. D'accord? Et en père autoritaire. Il lui dit, monte dans ta chambre, lave-toi les mains, oublie tout ça, et moi je vais faire disparaître les gardes. Et vous voyez ici, pour le bien public, parce qu'il veut sauver Antigone. Il y a un petit peu parce qu'elle est Antigone, parce qu'elle est sa nièce, mais c'est surtout parce qu'il veut garder la bonne image qu'a le peuple de la famille royale. Déjà, il y a eu Polynice qui était traître, et maintenant c'est Antigone qui se dresse contre Créon,
et cela bien sûr va susciter l'opposition, donc le désordre. Pour Anouilh, c'est ça, l'opposition signifie le désordre, signifie la violence. Donc maintenant, on a dit qu'il allait étouffer l'affaire en faisant disparaître les gardes. D'ailleurs, il a déjà dit aux pages de les emmener, dans la scène précédente, de les emmener dans une place où personne ne pouvait les voir. Pourquoi ? Dans l'attente de les faire disparaître après avoir parlé avec Antigone. D'accord ? Mais elle refuse. Elle n'accepte pas. Créon se fait tour à tour père tendre, d'accord? Il se fait père tendre, père très gentil, lui dit n'oublie pas, c'est moi qui t'ai apporté ta première poupée et tout, d'accord? Donc, et roi menaçant. En fait, pour le roi, avant de devenir un père tendre, il commence à devenir un peu menaçant. D'accord ? Il dit à Antigone, est-ce que tu crois que parce que tu es ma nièce, je ne vais pas te condamner à mort ? D'accord ? Mais elle persiste à s'accrocher à sa prise de position. Alors, il essaye de l'amadouer par un ton doucereux, mais comme elle continue à résister, il commence à la menacer, il lui tord même le bras, elle lui dit j'ai mal, il lui dit bon, il me suffit de te garder comme ça jusqu'à ce que elle lui dit mais je vais m'habituer à cette douleur et ça ne me fera plus rien. Il lui dit et si je t'emprisonnais, et si je te torturais? Elle lui dit si tu me tortures, je vais dire ce que tu veux, mais une fois relâché, je vais retenter ce que j'essaie de faire. Alors, voyant que tous ces efforts sont vains, il se résout parce que jusqu'à présent, il la considère comme une petite fille, une fille irraisonnable. Maintenant, il se résout à lui parler comme à un adulte, une adulte et un opposant. D'accord ? C'est quelqu'un qui s'oppose au régime qui commande le pays. Donc, alors, il engage des négociations. C'est ce que font normalement les rois. Ici à Nuit, ils retracent comment se font les choses avec la résistance et avec l'opposition. Normalement, on essaie, avant d'en venir à la violence, on essaie de les acheter, on les menace. Donc, et si tout cela n'arrive à rien, d'accord, ce sont les négociations. On commence à parler avec eux. Bien sûr, les négociations, c'est toujours quelque chose de secret que le public ne doit pas voir. D'ailleurs, Antigone, lorsqu'elle va crier haut et que les autres peuvent l'entendre, elle sera condamnée à mort parce que ça doit rester secret, les négociations. Donc, ils ont des négociations et durant ces négociations, on leur propose des carottes à grignoter. Bon, s'ils acceptent, bien sûr. Alors, il lui demande les raisons de son acte. Et il lui explique en même temps les raisons de son propre acte à lui, d'accord ? Alors, voyons ces négociations entre Créon, elles s'articulent à peu près comme ça. D'accord ? Donc, j'ai ici, alors, en vérité, puisque ces lignes ne sont pas très claires, vous m'excuserez un tout petit instant. D'accord. Bien. Alors, comme ça, ce sera plus clair. On saura où s'arrête chaque case. D'accord. Lorsque vous voyez deux lignes comme ça, c'est tout simplement la fin d'une page. Alors, Créon, il dit à Antigone, pourquoi tu fais ça? Bon, il lui explique son propre acte à lui, il lui dit, moi je suis réaliste, j'ai les deux pieds sur terre.
D'accord? Et j'agis pour le bien de tout le monde, de toute la société. Comme on a dit, c'est ce qu'on appelle la raison d'État. Pour cela, il n'hésite pas à tuer des innocents. D'accord? Il lui dit, si je dois tuer une personne ou bien deux pour faire du bien à tout le monde, je n'hésite pas. Alors, Antigone, elle affirme qu'elle agit par devoir familial. Alors, Créon lui dit, non, tu n'agis pas par devoir familial, pas pour ton frère, mais par l'orgueil de la famille d'Édipe. D'accord? Il lui dit, vous, les membres de la famille d'Édipe, vous ne voulez pas être comme tout le monde. Et vous ne voulez pas accepter le destin. Vous devez toujours vous opposer au destin et mourir de façon notoire parce que vous refusez d'être comme tout le monde. Bon, elle avoue qu'elle ne croit pas au mythe de la damnation posthume. Posthume, c'est quelque chose qui est après la mort. Damnation, bien sûr, malédiction. Donc, alors, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, on revient en arrière. Bon. Comme on a dit, de la damnation posthume, c'est-à-dire ce mythe selon lequel quelqu'un qui est mort ne rejoindrait pas le monde des morts et qu'il allait vivre, d'accord, comme un fantôme qui hante la paix et la tranquillité des autres. Donc, Créon demande à Antigone, est-ce que tu y crois? Elle lui répond, mais non, pas du tout. D'accord. Alors, ça rend son geste plus qu'absurde. D'accord. Bon, elle affirme qu'elle agit pour son frère, parce qu'elle a peur de son sort après la mort. Mais elle ne comprend pas à ce sort. Donc, à quoi bon agir comme ça? Mourir pour sauver son frère de quelque chose qu'elle croit simplement fictif, qu'elle croit simplement une légende, un conte. Alors, Créon, après avoir fait toutes ces tentatives, il va jouer franc jeu. Il va expliquer à Antigone les vraies raisons de son acte. Pourquoi il a condamné Polynice à ce sort vraiment atroce pour ceux qui y croient. Donc, il joue enfin franc jeu, et révèle à j'ai écrit ici sœur, à sa nièce, donc le vrai visage de ses frères. Il lui dit, mais regarde, tes deux frères sont des traîtres. Et Théocle a déjà essayé de s'allier lui aussi avec des rois étrangers pour combattre ton père. Ton frère Polynice, il a déjà frappé ton père un jour et il lui a donné un coup de poing. Il a été banni, il est resté absent pendant une année. Donc, Antigone est tellement abattue par ces révélations qu'elle est sur le point de céder. D'accord? Alors, Antigone est sur le point de renoncer. Très content de lui-même, Créon lui demande de rejoindre Aimon et de vivre avec lui dans le bonheur, d'être heureuse, d'accord? Au mot bonheur, elle fait un volte-face. On a dit, elle allait remonter dans sa chambre. Mais maintenant, faire volte-face, c'est quoi? C'est lorsque tu regardes en avant et tu te retournes sur le champ pour regarder en arrière, d'accord? Tout entier, tout ton corps se retourne en arrière. Donc, c'est une volte-face. Alors, la volte-face dans une prise de position, c'est lorsque tu es d'accord à 100% et que tu deviens contre à 100%. Ou bien le contraire, tu es contre à 100% et tu deviens d'accord à 100%. Donc, elle fait un volte-face et elle dit à Créon, oui, heureuse, mais à quel prix? D'accord, je vais oublier mes principes et
juste pour être heureuse. Non, je n'accepte pas. Et elle commence à devenir, à parler crûment. Crûment, c'est d'une façon qui est presque de l'insulte. Donc elle crie, elle parle à Créon d'une façon vraiment... Alors, si on fait bien attention, au début, c'est Créon qui semblait avoir le dessus, qui semblait être le plus fort. Et Antigone semblait la plus faible, mais elle résistait. Lors des négociations, lorsqu'ils ont commencé les négociations, ils sont devenus à pied d'égalité. Ils s'expliquent, chacun dit à l'autre pourquoi il agit. Maintenant, c'est Antigone qui commence à avoir le dessus. C'est elle qui domine maintenant Créon dans le dialogue. Parce que lorsqu'on analyse un dialogue, on analyse toujours qui domine dans le dialogue et qui est dominé. Bien, alors, lorsqu'elle parle haut, les autres commencent à l'entendre, alors Créon est obligé de la condamner à mort. Maintenant, Antigone reçoit cette condamnation comme un soulagement. Très contente de cette condamnation. Donc, au milieu de cette scène, il y a une autre petite scène. D'accord, Ismène est entrée, elle dit à sa sœur Antigone, j'ai changé d'avis, je veux être avec toi, je veux mourir avec toi. Sa sœur lui dit, ah non, pas maintenant. Tu devais être avec moi depuis le début. Va-t'en. Alors Ismène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'attendait que ça. Elle sort parce qu'elle n'y croyait pas vraiment. On va avoir de petites scènes qu'on a nommées intercession. Donc le cœur, il intercède. Et il devient un intermédiaire entre Antigone et Créon. Il lui demande, mais ne tue pas Antigone. C'est une plaie qu'on va garder pour toujours. Ce ne sera jamais oublié. Mais à lui, je m'excuse, Créon, il répond que mais moi, je ne lui fais rien, c'est elle qui veut mourir. Donc Aimon vient aussi intercéder pour Antigone. Mais son père, comme réponse, lui dit, chaque enfant doit un jour devenir un homme. Et c'est ton tour aujourd'hui de le devenir. Tu dois devenir un homme. Donc, alors... Aimon désespéré sort, le cœur autre, il lui dit, mais regarde Aimon, bon, il va vraiment faire quelque chose de regrettable si tu le laisses comme ça, si tu ne pardonnes pas à Antigone. Mais il continue à s'attacher à sa position. Et la grandeur de Créon selon Anouilh est tracée comme ça, d'accord? Donc, il sait que sa femme et son fils vont se suicider, Aimon et Eurydice, et malgré cela, il agit pour le bien de la société. Donc, il sacrifie son propre bonheur, il sacrifie sa famille, pourquoi? Pour la société. Antigone sacrifie son propre bonheur pour la famille, pour son frère. Alors, Antigone est un garde. Antigone demande à un garde de faire parvenir un message à Aimon. Comme il n'accepte pas, elle lui donne un anneau en or qu'elle a encore. Alors lui, il accepte, mais il lui dit, mais regarde, tu vas me dicter, moi je vais écrire. Parce qu'on n'aura jamais l'idée de vérifier mon propre calepin, mon propre carnet pour voir si j'ai écrit quelque chose. Mais si on trouve que j'ai une lettre de toi, on va me condamner à mort. Alors, Antigone commence à lui dicter ce qu'il doit écrire, et elle commence par vouloir expliquer à Aimon pourquoi elle a agi, et elle lui dit, je ne comprends plus pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, elle se ravise et elle dit, vaut mieux que personne ne sache, et elle fait une lettre d'adieu d'une femme qui aime un homme. Elle commence à peine cette lettre que les gardes entrent et l'emmènent pour la condamner. Le messager vient annoncer la double mort d'Antigone et d'Aimon. Donc, on veut emmurer Antigone. Emmurer, c'est enterrer vivante. On va la faire on la fait entrer dans une chambre, on ferme cette chambre. Avec de la construction, avec des pierres, ce qui était alors du ciment. Aimon, il avait précédé Antigone et s'était caché pour mourir avec elle. Et c'est une mort atroce. Pourquoi? Parce que la personne n'a rien à manger ni à boire. Alors elle va mourir d'inanition, comme ça.
par faim et par soif. Peut-être même par manque d'oxygène, s'il n'y a pas de petite brèche par où l'oxygène peut entrer. Donc, alors ici, Antigone, dès qu'il commence à construire, à emmurer la chambre, elle se pend. Elle met une corde à son cou et se donne la mort. Donc, elle se pend et mon cri. Créon reconnaît le cri de son fils, il leur dit ouvrez, ouvrez. Donc lorsqu'ils ouvrent, il veut entrer voir son fils, mais son fils essaie de le toucher avec une épée. Créon s'enfuit au dehors, il saute pour se mettre à l'abri dehors. Alors Aimon crache dans sa direction et se plante l'épée dans le ventre, il se donne la mort. Bien. On vient aussi annoncer à Créon la mort d'Eurydice. Lorsqu'on lui a annoncé la mort de son fils, elle a terminé une ligne de tricot qu'elle était en train de faire, puis elle s'est donnée la mort. Donc, alors, dernier spectacle qui met vraiment Créon en valeur. Créon reste seul. Le dramaturge insiste beaucoup sur le mot seul, et avec son page qui ne peut rien pour lui, et il dit à son page, est-ce qu'on a des engagements? Il lui dit oui, nous avons une réunion, nous avons un conseil. Alors il lui dit, allons-y. Donc il ne prend même pas le temps de faire son deuil. Il se remet directement au service des autres et de la société, ce qui fait de lui un grand homme selon à nuit. D'accord. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.